Certes, la nature est fragile, mais elle est capable de rebondir, de renaître et d'innover sous des formes parfois surprenantes. Alors, si un spéléologue vous explique qu'il a vu un crocodile orange durant ses balades souterraines, croyez-le. Cette rencontre inédite est arrivée à un groupe de scientifiques venus explorer les grottes méconnues du Gabon. Cette année, l'équipe d'aventuriers, auteurs de cette incroyable découverte, se recompose. Mieux préparés, ils reviennent explorer les dangereuses grottes d'Abanda à la recherche du crocodile orange. Mais pour atteindre leur but, les chercheurs vont devoir traverser l'immense forêt primaire gabonaise, un environnement considéré comme l'un des plus hostiles sur Terre. On n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Traquer de jour comme de nuit les crocodiles dans les eaux sombres et boueuses. Pénétrer dans les conduits caverneux infestés de milliers de chauves-souris. Comment je fais pour sortir de là? Et, épreuve ultime, capturer la bête au fin fond des entrailles de la Terre. C'est vraiment trop. Pour enfin percer le mystère du crocodile orange, une créature dont jusqu'alors personne n'avait soupçonné l'existence. On sort de l'enfer. Oh là là! Ah, que c'est immonde! Que c'est immonde! Nous, on va hippopotames, aussi, oui, ici, éléphants, il y en a, on les trouve aussi, il y a des crocodiles. Il y a les crocodiles ici, il y a les grands caïmans ou les petits? L'expédition scientifique pour retrouver le crocodile orange et enfin déterminer son identité est menée par l'archéologue français Richard Oslisly, pour qui les terrains d'exploration favoris sont les forêts africaines sauvages et impénétrables. On m'appelle l'homme qui fait parler les pierres. Ça fait 30 ans que je pratique la forêt équatoriale. Un peu casse-cou, mais il faut l'être un peu casse-cou dans ce milieu. Si on n'est pas casse-cou, on reste derrière un bureau, c'est pas la panacée. Un an après leur première rencontre avec cette créature unique au monde, Richard a besoin de reconstituer son équipe pluridisciplinaire, chacun ayant un rôle primordial pour la réussite de l'expédition. Bon, ben là, on va à l'aéroport alors. On va récupérer notre cher ami David. Donc un des joyeux lurons de la bande. David est spécialisé dans tout ce qui est paléo-environnement, qui est un peu mon alter ego. Et plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle la sédimentologie. Pour comprendre sa présence dans les grottes, il est nécessaire d'étudier la géologie des conduits et ainsi définir précisément le territoire du reptile. Ce sera le travail de David Sebag. Ah, salut jeune homme. Comment tu vas, mon grand? La clope toujours? Ah, elle a manqué. Bon, la bagnole est là-bas, hein? Ici, on est camarades d'aventure. Il y a quelque chose qui est humainement extrêmement fort. Au-delà de mon travail, au-delà de mon métier, c'est peut-être pour moi l'aspect essentiel de ces expériences. C'est les liens qui sont tissés. Just walking down the street singing. She looked good, she looked fine. Un itinéraire de brousse de 2 jours, suivi d'une dernière piste sinueuse aux couleurs de l'Afrique, les sépare du 3e membre de l'équipe qui les attend à la lagune de Liambisi.
Bon, ben écoute, là actuellement on en est à peu près à 150 km de Liambici, où on va retrouver Olivier. Olivier, c'est donc un collègue, un jeune spéléo qui a rencontré Richard. C'est devenu un ami. Je pense qu'il nous attend avec impatience. C'est impatient. Le spéléologue Olivier Testa aura la tâche délicate de pénétrer le premier dans la grotte d'Abanda pour déceler la présence du crocodile. Il est bronzé l'homme là. C'est ce que j'étais en train de me dire. L'homme là, Il a pris bronzé, quand même. hein. Il a pris. Ah mais c'est pas lui hein. Non, je reconnais pas, il s'est musclé et tout, regarde. Comment tu vas? Bien. Ah dis donc, ça fait plaisir. Comme tout spéléologue, ce qui me passionne, c'est l'exploration et ce qu'on appelle dans notre jargon faire de la première. Faire de la première, c'est-à-dire mettre les pieds dans une grotte qui n'a jamais été explorée. Qui aurait pu imaginer qu'on pouvait trouver des crocodiles dans des grottes? Et ça, c'est vraiment cette soif de découverte. C'est un peu le trésor, mais le trésor au sens large. Le trésor qu'on trouve dans une grotte, c'est vraiment la découverte, c'est se laisser étonner. Ça la forme? Ouais. Bon, tu as des nouvelles de Matt? Non, il m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il arrivait aujourd'hui. Et Matt, c'est notre spécialiste des crocodiles, c'est lui qui aura le courage de les attraper. Et Britt, c'est pareil, elle est spécialiste aussi. Elle, oui, Britt, c'est sa collègue. Ouais. Donc elle va aussi attraper les crocodiles. Les biologistes américains, Matthew et Brittany, tous deux experts des reptiles, devront intervenir pour capturer la bête dans les profondeurs de la Terre. Hello Matt. Oh, How are you? I'm very fine, merci. Ça va? Bonjour. Britt. Bon. How are you? Fine? Je vais bien. Ok. Are you ready to go Very ready. on a crocodile cave? Je ne m'en fais pas. Il est très bon dans ce qu'il fait. J'ai confiance en nos capacités sur le terrain. Avec la nature, on n'est jamais sûr de rien. Mais ce n'est pas une première pour nous et je suis plutôt doué. On va attraper des crocodiles, c'est certain. Le Gabonais Glenn Merrill Mburu se joint à eux. Il sera le cuisinier de la mission. L'équipe est enfin au complet. C'est la grosse tête, t'as le gros nom. On est parti là. On est parti maintenant, c'est l'expédition. C'est le vrai, comme beaucoup le disent, c'est que du bonheur. Non, mais moi j'aime jouer pour perdre. La longue remontée en pirogue, 150 km sur la rivière Fermanvaz, les mène au débarcadère de Bukendou. Et là, on est vraiment au bout de nulle part. Une concession forestière éphémère, leur seul et dernier lien avec la civilisation. Attention, ça c'est carburant. Les hommes du chantier, qui ont très peu l'habitude de côtoyer des étrangers, prêtent main forte. Sur le vieux camion de la concession, l'équipe va charger toute la nourriture et l'équipement nécessaire à leur survie en jungle sauvage. À l'africaine. C'est bon! À partir de maintenant, ils ne pourront compter que sur leurs provisions. Le forestier Henri Ngimbi les conduit jusqu'au lieu choisi pour leur campement, où ils vont vivre en autarcie totale pendant une semaine. Sur une piste depuis longtemps abandonnée, ils vont parcourir les 17 km en plus de 2 heures. Le véhicule est soumis à rude épreuve, ainsi que ses occupants. Et les arrêts en pleine nature sont fréquents. Là, on va vite, il y a du monde. Quelques mois plus tôt, Henri avait découvert lui aussi par hasard l'entrée des grottes d'Abanda. On est allé pour couper du bois. Les prospecteurs ont vu la grotte, donc ils ont demandé à ceux qui étaient capables d'aller visiter.
Je voulais essayer, mais j'ai pas pu rentrer. Ça fait peur. Voilà. Mais il est de toutes les manières trop tard pour reculer. L'équipe est arrivée à destination. Le véhicule n'ira pas plus loin. Il pleut. Il faut rapidement installer le camp. La voiture d'Henri s'éloigne. Ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Bon, là, il y a un chemin que j'ai tracé. À 50 mètres, on a l'eau, on a 30 cm d'eau, la piscine. Pour se laver ou pour boire? Parce qu'il faut se laver en aval de... Donc on peut l'utiliser pour l'eau. On boit ici. Et puis on ira se laver au pont. Bon, tu démarres le feu? On mangera chaud ce soir. Alors qu'une partie de l'équipe s'apprête à passer leur première nuit au fin fond de la forêt vierge, à peine arrivés, Matt et Britt partent en chasse nocturne. Les deux aventuriers s'enfoncent dans une nature sauvage et inconnue. Il est 22 h, la mission débute en pleine nuit, en terrain hostile. J'ai cru entendre un animal. On aurait dit un éléphant. Parfois il s'approche trop et des accidents peuvent arriver. Il faut toujours faire attention quand on est dans la forêt, surtout lorsqu'il fait nuit. Pour en apprendre davantage sur les crocodiles oranges qui vivent dans les grottes, les cavernicoles, il est nécessaire de les comparer à leurs cousins des rivières afin d'évaluer leurs différences ou leurs liens de parenté. Or, pour cela, il faut arpenter leur territoire et donc s'enfoncer dans les eaux troubles. On marche le long de la rivière en espérant apercevoir les yeux des animaux qui brillent dans la nuit. Les rivières marécageuses du Gabon sont le rendez-vous des créatures de la nuit, mais donc aussi de leurs prédateurs, serpents et crocodiles. Alors, chaque pas dans l'eau boueuse est un risque de rencontre infortuite. Et au bout de 2 heures de traque, Matt semble justement avoir repéré quelque chose. Merde. Il est gros. Là, tapis sous la berge, un crocodile est en planque. Ces chasseurs nocturnes sont territoriaux. Matt vient de pénétrer dans sa zone de chasse. Sans aucune protection, à main nue, l'expert des reptiles tente de le dénicher. Et soudain... Ah, il est là. Attends 2 secondes. Il bondit sur le crocodile. J'ai failli perdre une jambe. J'ai vu. Il essaie de mordre. Il peut toujours essayer. C'est un mâle adulte, et bien qu'il appartienne à la famille des crocodiles nains du Gabon, il est assez coriace. L'animal immobilisé lance des appels de détresse. Pour éviter toute morsure susceptible d'arracher en partie une main, il va être muselé à l'aide d'adhésifs. Cette capture périlleuse n'est possible qu'en raison de la grande dextérité de Matt. Il a à son palmarès déjà attrapé près de 1000 crocodiles. Avec les crocodiles, soit il ne se passe rien, soit il se passe quelque chose de grave. C'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de gris. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Si vous vous faites mordre, ça peut mal tourner. Je déconseille aux novices d'essayer de faire ça. Alors, est-ce qu'on traverse la forêt ou est-ce qu'on longe la rivière? Ils poursuivent ensuite leur battue le long de la rivière. Malgré l'humidité et la froideur de l'eau qui commence à paralyser en partie les membres, Matt est imperturbable. Et quelques enjambées plus loin, il est interpellé par un bruit familier.
Des bébés! Matt ramène, calés entre ses doigts, de petits crocodiles. Il faut tout de même rester sur ses gardes. Leur mère n'est peut-être pas loin. Mais pour Matt, cela ne serait qu'une aubaine. Un crocodile de plus à attraper. Les crocodiles ont déjà toutes leurs dents à la naissance. Ça donne pas vraiment envie de mettre le doigt dedans. Bien. Britt est en tout cas ravie de cette prise. Ils ont vraiment une bonne bouille. Non, mais pas sur les narines. Ils sont tellement moches qu'ils sont mignons. C'est pas très gentil, ça. Oh, ils sont trop choux. C'est bien les femmes. Ils ont l'air d'être en bonne santé. On verra ce qu'ils ont dans le ventre demain. Il est 1h du matin. Les crocodiles sont amenés au camp afin de les étudier ultérieurement. Un mâle et 5 petits. Un bon butin pour une première nuit. Au petit matin, l'équipe de jour se lève en pleine nature. Menés par Richard, le chef de mission, ils vont traverser la forêt, vierge de toute présence humaine, se frayer un chemin dans ce décor sauvage et le marquer à la manière du petit pousset. Ils cherchent à retrouver le chemin qui les mènera jusqu'à la roche calcaire où se sont formées les grottes d'Abanda, l'antre des crocodiles oranges. Ça sent le guano là déjà, on n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Écoutez, là les chauves-souris. Chauves-souris. L'odeur pestilentielle du guano, les excréments de chauve-souris et le vent qui se lève soudain en conséquence de leur battement d'ailes saccadées guident l'équipe jusqu'à l'entrée de la grotte. Il est relié, je regarde le casque sur la tête. Le courant d'air, vous sentez le courant d'air? Et donc là, le vent vient de se mettre en place. Le vent vient de se mettre en place. Il y a 3 minutes, il n'y avait pas de courant d'air ici. Et tout d'un coup, là, on sent, on regarde les feuilles là. Ouais. Les chiroptères, réveillés dans leur sommeil, ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée des aventuriers. Ces mammifères volants sont, de plus, porteurs de nombreux virus, dont l'éventuel Ebola. Malgré tout, rien ne va arrêter la détermination des explorateurs. Olivier, David, Richard et Glenn pénètrent dans la galerie souterraine. Affolés par leur présence, les chauves-souris s'agitent frénétiquement autour de l'équipe. Une pluie continue de fientes s'abat sur eux. Ah, il y en a une qui m'a chié dessus. Sur les parois, grouillent comme dans un cauchemar des centaines d'insectes et bestioles en tout genre. En suivant le faisceau lumineux jusqu'au plafond de la grotte, l'horreur atteint son comble. Apparaissent alors les nids d'une centaine de milliers de chauves-souris. Au sol, un tapis de déjection des occupants de la caverne. On va continuer un peu plus profond. L'odeur est vraiment répugnante. Aïe! Il y a les maniants. Il y a une attaque de fourmis là. Au sol. Aïe! Des maniants viennent d'attaquer l'équipe. Ces fourmis ont une morsure semblable à une brûlure, aussi douloureuse qu'une piqûre de guêpe.
Et elles lâchent difficilement leur prise. Donc les magnans, c'est des fourmis très agressives qui piquent et qui attaquent vraiment de manière militaire. Il faut les retirer une par une. Elles ont des mandibules très acérées. Il faut faire très attention parce que ça déchire vraiment les chairs. C'est garce. Quel milieu ambiant. C'est bon derrière? C'est bon, c'est bon. On est parti. Bon, on va essayer d'éviter les manières. Hein. Malgré l'ambiance oppressante de la caverne, l'équipe ne perd pas de vue son but principal. Déceler dans ce capharnaüm la présence de crocodiles oranges. Mais, de nouveau, un obstacle rebutant les attend. Ah, que c'est immonde! Que c'est immonde! En fait, on marche sur une couche de vieux guano qui a été entaillée par le petit cours d'eau. Et là, en bas, le bouillon fétide, c'est les restes d'excréments, le guano mélangé à tous ces petits insectes qui grouillent et qui, en fait, se nourrissent du guano. Et tu vois, ça bouge là. Ça sent vraiment la merde. Oui, c'est du pur. Hein. Allez, on traverse ça. Oui, c'est les jambes un peu plus courtes. C'est immonde. Plus loin, le sol devient moins visqueux et laisse entrevoir plusieurs boyaux qui se jettent dans la galerie principale. Donc ça, typiquement, ce sont les petits conduits qui doivent permettre aux crocodiles d'aller de grotte en grotte. Donc c'est difficilement pénétrable par l'homme, mais les animaux s'en servent pour se déplacer. Un crocodile est peut-être dans l'un de ces conduits. Mais à mesure que l'équipe s'enfonce plus profondément, des colonies entières de chauves-souris déferlent sur eux. Oh là là! Dans la panique, les volatiles viennent cogner les membres de l'équipe. Là, on peut voir deux sorties. On voit un rayon de soleil et elles sont toutes en train de sortir. Ah! Au lieu de rebrousser chemin, ils tentent alors l'escalade vers la sortie. Ah! On sort de l'enfer. Maintenant qu'on a le point GPS, qu'on n'a pas le point, il serait bien de... Bon, c'est ça qui approche. Ah, le GPS? Voilà. On va respirer un peu l'air frais. Bah, le croco, on l'a pas vu, mais peut-être qu'on le verra dans la nuit. Parce que les crocodiles, ils sortent la nuit, ils sont plus vivants la nuit. Il est peut-être dans la cavité, comme pas. On verra ça prochainement, ce soir ou après-demain. Malgré l'extrême difficulté de la mission, Richard ne renoncera pas à cette traque infernale. D'autres galeries souterraines localisées par les membres de l'expédition sont encore à explorer dans cette zone. L'équipe de nuit se chargera dès ce soir de compléter les recherches. We're probably going to need more than paper for that, but it's there somewhere. The head width is... La largeur de la tête est de 8,07. Au camp, en attendant leur deuxième virée nocturne, les deux biologistes analysent les crocodiles de la veille. Et après leur périple sous terre, David, le géologue, et Olivier, le spéléologue, les ont rejoints. 8 kilos de sang. Ok. Une méthode pour évaluer les différences entre les crocodiles des rivières et ceux des cavernes est de déterminer leur régime alimentaire. C'est bon? Ouais. Pour cela, il est nécessaire de leur faire régurgiter leur repas. Une opération délicate mais bénigne pour les reptiles.
Il faut véritablement un œil d'expert pour identifier, parmi ces restes en décomposition, les différentes proies avalées par les reptiles. Un crabe. Tu veux que j'ajoute une description? Il est bleu. On dirait qu'on a un poisson dans celui-ci. On va vérifier ça. Une grenouille. On a 3 crevettes. Tu peux noter qu'une des crevettes a des œufs. C'est un crocodile français. Les individus des rivières ont mangé du poisson, des crabes et des crevettes. Des aliments typiques des crocodiles communs du Gabon. Il s'agit maintenant de comparer cette alimentation à celle des individus cavernicoles oranges. À la nuit tombée, Matt, Britt, accompagnés cette fois de David, partent compléter l'exploration de la zone rocheuse repérée par l'équipe de jour. Grâce aux arbres marqués, ils rejoignent l'entrée de la grotte aux chauves-souris, puis la dépassent pour atteindre une autre galerie accessible et encore non visitée. Dès l'entrée, le sol est totalement boueux. Et plus ils progressent dans la grotte, plus elle devient difficilement praticable. Matt se retrouve enlisé dans les excréments des occupants troglodytes accumulés au fil des années. Il est obligé de creuser pour se dégager. Dégoûtant. Une fois libéré, il repère sur le sol un indice précieux. Alors, si vous regardez de ce côté-là, ce sont des traces laissées par des crocodiles. Vous voyez, il y a beaucoup d'empreintes. J'en déduis que c'est une zone de passage très fréquentée. Regardez au fond. Les chauves-souris sortent. Je vois rien. Regardez. Tous ces yeux qu'on voit briller là, ce sont des crocodiles. Au fond, la mare opaque remue. Dans les renfoncements, on s'agite. Matt, ils sont gros? Ils font quelle taille ces crocos? Ils sont aussi gros que ceux qu'on a vus ici. Ouais, ils sont tout petits. Non habitués à la présence humaine, les petits crocodiles de la grotte ne réagissent que très peu au passage de Matt et se laissent assez facilement attraper. C'était pour moi, sinon. Oui, Un crocodile de la grotte. Les explorateurs n'ont pas froid aux yeux et chaque recoin est passé au peigne fin. Certains conduits sont en partie inondés et ils se retrouvent enfoncés à mi-cuisse dans la boue. Ils n'hésitent pas non plus à suivre un crocodile jusque dans un lac souterrain. Il y a quelqu'un? Il fait très froid. Britt se lance à son tour dans la galerie inondée. C'est dégueulasse! Des conditions extrêmes de traque où les chercheurs semblent être à la merci des reptiles. Mais attentifs, ils guettent le moindre mouvement dans l'eau. L'atmosphère est assez étouffante en fait, c'est moite. Il y a une odeur pestilentielle. À la saison des pluies en fait se remplit d'eau. Et donc le fond de la grotte est tapissé de sédiments qui sont apportés par les eaux de pluie et qui progressivement comblent le conduit
Et c'est probablement ce comblement progressif qui a isolé les différentes cavités du site les unes des autres. Écoutez. Oui, c'est bon. It's okay. Je demande si quelqu'un n'a pas glissé dans le purin. Une fois de plus, l'extrême témérité des aventuriers est ébranlée au contact des plus petits habitants de ces grottes. C'est vraiment trop. Et au final, aucune trace de crocodile orange. Jusqu'ici, aucun des petits que nous avons vus dans la grotte n'est orange. C'est probablement une question de temps. Ces crocodiles passent énormément de temps dans le guano, l'urine et l'acide. Ils sont dans l'obscurité et c'est probablement tous ces facteurs qui modifient leur couleur de peau. Mais peut-être que tous ces petits ne sont pas dans cette grotte depuis assez longtemps. Ils sortent pendant la saison des pluies. Allez, on y va. On va se laver et manger. J'ai faim. L'équipe commence à se faire une idée plus précise. Les crocodiles oranges vivraient peut-être exclusivement dans des grottes isolées de l'extérieur. Le soir, auprès du feu, tous les membres de l'expédition, réunis pour le dîner, décident donc pour demain de focaliser leurs recherches sur de telles cavités. Comme partout ailleurs, il y a parfois de bons ou de mauvais réveils. Et ce matin, une mauvaise surprise attend les membres de l'expédition. C'est ignoble, putain, c'est cool. Le camp est littéralement envahi par des fourmis légionnaires, les fameuses manians, les mêmes rencontrées dans la grotte aux chauves-souris. Carnivores, elles dévorent tout sur leur passage, y compris de très grosses proies telles les rats ou les serpents. Une colonie manian, en mouvement, est considérée comme dangereuse pour l'homme. On n'a pas fait la vaisselle, on a laissé les affaires à côté de la tente. La partie difficile de l'histoire, c'est comment les déplacer sans se faire dévorer. Alors on pensait à les bouillanter. Idéalement, ce serait les mettre dans l'eau direct. Hein. Je crois que c'est ça qu'on va faire. L'équipe décide d'agir. La bataille contre les fourmis est engagée. La deuxième machette, elle est où? À chacun ses armes et ses techniques. Richard, le chef de mission, ouvre le bal en jetant les conserves infestées directement au feu. Olivier revêt une armure et va s'attaquer au plat principal. On y va? On va la mettre sur le feu. Hein. Si tu veux. Je vais déjà ouvrir et puis on verra la réaction. Non, non, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Si tu ouvres, tout va partir dans tous les sens. Donc j'ouvrirai là-bas. Tu prends les poignées et tu la poses sur le feu. Et c'est parti. Et donc là, elles se sont réveillées. Voilà, on va rigoler là. Voilà. Oh punaise. Oh voilà, regarde ce super plat pour ce soir. Du riz au manian. Là, ça va chauffer dur. Pendant que le reste des couverts est emmené à la rivière, David, le géologue, adopte une autre astuce. Moins équipé qu'Olivier, c'est en tongs qu'il asperge d'insecticides les squatteurs. Ça les tue pas, mais ça leur donne envie de partir. Les dernières sont noyées ou emportées par le courant. Enfin, il semble être venu à bout de la terrible colonie de manians. Oui, au manian pour ce soir, super. Ah voilà, c'est super plat. Ah oui, là, c'est appétissant. Appétissant tout là, riz au manian. C'est pas bon ça? Comment ça? Ce serait des termites, je dirais pas non. Parce que les termites c'est vachement bon. Hein. Les termites tu les attrapes le soir, avec des grands sacs comme ça, près de la lumière. Et puis après, tu les mets dans une cocotte, tu mets un peu d'huile, comme les cornflakes. Ça explose, pom 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 pom. Et tu manges ça, mais c'est délicieux, on dirait de la noisette. C'est excellent. Le soir, vaisselle, et il n'y aura plus de problème. Après ces péripéties annexes, l'équipe peut retourner à sa mission.
Aujourd'hui, ils recherchent des cavités dont l'accès ne se ferait plus horizontalement, mais verticalement. Des failles ou des gouffres dans lesquels un crocodile aurait pu tomber, se retrouvant ainsi pris au piège. Ils décident donc d'escalader le bloc rocheux pour en atteindre le sommet. À leur arrivée, ils découvrent un trou béant, un gouffre profond de 6 mètres. C'est une cavité karstique dont le plafond s'est effondré, ce qui explique la forme comme ça très longiligne. Bon, merci Matt. Logiquement, le spéléologue Olivier descend le premier en rappel. En bas, très vite, l'enfer recommence. Les chauves-souris sont tellement nombreuses qu'elles viennent cogner la tête et le corps d'Olivier de toutes parts. Le spéléologue est comme entouré d'un nuage d'ailes et de guano. Mais, petite particularité, cette fois-ci, les milliers de volatiles autour de lui sont oranges. Peut-être qu'il y a un passage ici qui mène dans un autre... Oh, un petit rat. Petite souris orange. Olivier soupçonne un crocodile de s'être réfugié plus loin, le long de la paroi. Ah putain, je vais pas les ramper là-dedans, moi. Matt décide de le rejoindre pour, ensemble, creuser le passage sous la pierre. Matt est le premier à se glisser sous les tonnes de roches sans savoir ce qu'il attend de l'autre côté de la paroi. Papa. La deuxième galerie souterraine s'ouvre sur un marigot fétide et gazeux. L'expert des reptiles, une fois de plus, ne rechigne pas à la tâche et se lance dans une traque dans le milieu aqueux. En remuant ce bourbier, des émanations de méthane refont surface. À forte dose, ce gaz toxique peut provoquer l'asphyxie. Enlisé jusqu'au ventre dans la vase, il tâte le sol de ses pieds et de son bâton pour sentir la peau d'un crocodile en apnée. Après une heure passée dans cette atmosphère suffocante, il renonce. Je crois que je l'ai touché une fois avec mon pied, mais quand j'ai mis les mains là-bas, j'ai senti peut-être le cou, mais je ne peux pas déterminer la direction de la tête. Et quand j'essaie de bouger, il est parti. Ok. Comment je fais pour sortir de là? Un effleurement d'écailles, mais pas de capture. Sali jusqu'au menton, Matt remonte, suivi de près par Olivier. Cette chasse infructueuse va précéder une longue série d'échecs, car dans aucune autre des failles qu'ils exploreront aujourd'hui, ils ne découvriront de crocodile orange. Rien. Pas d'empreinte. Aucune empreinte. Il n'y avait rien. Après une journée vaine et éprouvante, ils décident tous de se détendre un peu. À l'aube du 4e jour en forêt, l'équipe est prête pour une nouvelle exploration des puits verticaux.
De retour sur le bloc rocheux, il découvre un autre accès bien dissimulé. Un trou très étroit, caché par des branchages. Oh, quelle odeur! C'est certain que je peux pas passer là-bas. C'est vraiment pas large. Ah, c'est un trou trop petit. Et moi, je ne suis pas petit. Oui, c'est pareil pour moi parce que... Ouais. Malgré sa taille fine, Olivier progresse difficilement. Il lutte pour se faufiler à l'intérieur. Et à peine descendu dans le trou, il repère un mouvement dans le marigot. Il y a un crocodile! Ah! Et il est comment? Je sais pas, j'ai vu ses deux yeux, mes deux yeux viennent de disparaître. Si je passe le collet ou quelque chose, est-ce que tu peux l'attraper? Ouais, envoie-moi le crochet et le scotch. Le crochet et le scotch. Impossible pour l'expert des reptiles d'intervenir. Olivier va donc devoir endosser le rôle de Matt, capturer à sa place l'animal. C'est bon? Bonne chance. Je ne vois plus les yeux du crocodile. Hein. Quand je suis descendu, il y avait les deux yeux rouges. Ouais. Et maintenant, ils sont plus là. Je vais chercher. Mais je crois que parce qu'il plonge, il ressort, il plonge, il ressort, peut-être qu'il n'y a pas un bon moyen de partir d'ici. Il est bloqué. Peut-être qu'il est bloqué. Combien de temps il reste sous? Il peut rester combien de temps? Ouais, mais normalement, il peut être là beaucoup de temps, mais j'imagine qu'ici, il ne plonge pas beaucoup de temps. Peut-être quelques minutes. Le crocodile est sorti de l'eau. Ouais. Faut attraper. Allez, maintenant, il faut que tu te lances. Tu plonges dessus. Il est très gros. Très gros. J'ai peur. Mais s'il est vraiment très gros, il faut ouvrir le collet un peu plus. Ouvre le collet un peu plus. Ouais, je vais ouvrir au maximum. Voilà. Juste la largeur de tête. Tu le glisses et tu tires très vite. Ok? Eh, j'ai peur. Allez, mon grand. Mais si tu peux faire, on peut être en brut. Mais je crois que c'est mieux si on peut l'attraper maintenant. Et je vais essayer de l'attraper. D'accord. Bon, on sait qu'on en a un là. Alors, quelle couleur va-t-il avoir? Oui. Ouais. S'il est orange, ça serait pas mal. Oui. La tâche est totalement inédite pour le spéléologue, qui, seul dans ce milieu très hostile, ne peut compter à présent que sur lui-même. C'est dommage qu'on n'a pas déjà fait une petite formation d'attraper le crocodile. Ouais. Olivier? Olivier? Oh! Attends, peut-être il est au fond. Le contact avec Olivier est rompu. L'équipe extérieure, impuissante, retient son souffle. Qu'est-ce qui passe là-bas? Qu'est-ce qui passe là-bas? Il n'y a rien. La tension étant trop forte, Richard rompt le silence. Donc, quand on les voit museler avec le scotch, bon, on se dit c'est pas dangereux. Mais quand on voit aussi les dents, c'est quand même assez surprenant. Il a! Ouais, bravo! Waouh! Il est gros! Bon! Mais c'est pas nécessaire, c'est tirez-le jusqu'ici. Ah, tire-le jusqu'ici! Oh, dis donc! Bravo, bravo. Bravo! La vache! Ah.
Remonte la corde et fais-moi une boucle. Oh, allez, vas-y, remonte la corde et fais une boucle. Ils entreprennent l'ascension délicate du crocodile. Au même moment, par le plus grand des hasards, le reste de l'équipe partie un peu plus tard du camp arrive sur place. On a un crocodile dans la grotte en bas. Mais il n'y a que Olivier qui peut rentrer. Venez voir où il est rentré. Ça aurait dû arriver plus tôt parce que ce trou est vraiment trop petit pour moi. Et il y a un sacré croco là-dedans. Olivier a dit « La vache, j'ai trop peur de ce truc !» Mais il a réussi à mettre le collet. Maintenant, on se demande ce qu'on va faire avec. C'est le gros. C'est un gros. On ne sait pas si c'est le gros, mais ça. Là, il a attrapé et maintenant, on va le monter. Fais gaffe à ne pas recevoir des cailloux, hein. Il est orange. Oh, bon, orange. Il est gros. Oui, attends. Ok. Ah oui, il est gros. Mais il faut m'aider un peu comme ça. Ah. Ok, attends. Putain, le voilà. Il est gros, hein. Attends, attends. Vas-y, sors. Sors, c'est bon, je le tiens. Vas-y. La vache. Ah, il est orange, hein. Il est orange. Regarde. Il est orange. C'est bon. Attention avec les pieds. Attention. C'est une femelle adulte, en partie recouverte de boue. Après des années passées dans les entrailles de la Terre, ses yeux ont du mal à s'habituer à la lumière aveuglante du jour. Il faut que tu vérifies. Ah, tu veux quoi avec le cahier rouge? Regarde là, regarde. Le calvaire pour le spéléologue n'est pas terminé. La sortie s'avère compliquée. Tu veux un coup de main, tu me dis, hein. Après un tel exploit, voilà enfin le héros du jour. Bon, le croco est dehors. Viens voir. Regarde, alors vraiment c'est l'orange, hein. On va le... Comme l'autre. On va le retourner un peu. Comme l'autre. Un peu plus blanc, l'autre c'était beaucoup plus Regarde. orange. Regarde ça. Bien orange, hein. Oh, purée, qu'est-ce qu'il est beau. Ah bon? Ah, elle va faire des petits. Elle va te faire des petits. Ah, il s'est vraiment tortillé, puis il y avait une branche en travers qu'il a remonté. Il s'est pris dedans, ouais. Bon, j'ai eu peur. Je m'approchais et lui, il ouvrait la gueule pour me faire peur et agressif. Purée, c'est pas le pire. Et donc j'ai essayé de mettre le collier une première fois, il l'a attrapé, il est parti. Il essayait de grimper aux parois. Là, je commence à trembler un peu des jambes, tout ça. Et donc voilà, et finalement, doucement, je lui ai mis le collet. Et puis dès qu'il y a eu le collet, j'ai tiré. Et là, il s'est débattu, il a tourné. J'ai accroché la corde, j'ai dit, puis Matt a tiré. Bon Matt, c'est fini, hein. Tu peux partir maintenant, hein. Parce qu'il va ramasser tous les crocos dans toutes les grottes. La tanière du crocodile n'est plus un secret pour l'équipe. Ils rentrent au camp avec un précieux butin. Grâce aux efforts de cette incroyable équipe d'aventuriers, c'est la première fois que cette créature des ténèbres est mise à jour. Juxtaposée à son homologue des rivières, les différences sautent aux yeux. Entre chacune de ses écailles, son corps revêt une couleur orange. Retourné, son ventre arbore ce même ton étonnant de manière encore plus vive. Yes. Go. Pour comprendre les mystères qui planent sur son identité et son origine, le troglodyte déterré va subir le même sort que les bébés crocodiles. La terre. Afin de connaître son régime alimentaire, un petit lavage d'estomac s'impose. Ok, et Olivier, tu prends la tête. Richard, prends le pied. L'opération demande la participation de l'équipe entière. Mais la bête étant bien plus grosse, l'échantillonnage va donc être bien plus riche.
rapidement, il découvre que son alimentation est bien différente, ce qui ouvre le débat sur l'origine de sa couleur. Regarde. Je peux affirmer que c'est une des espèces oranges. On voit que sa peau est orange. La couleur orange? Non? Tu penses pas? Dans le règne animal, on trouve de nombreux exemples de pigmentation qui sont provoqués par l'ingestion de certaines choses. Mais dans tous les cas, il s'agit de l'ingestion de petits invertébrés. Par exemple, les flamands doivent leur couleur rose au krill et à l'artémia, ce genre de nourriture. Et je n'ai jamais rencontré de cas où l'ingestion d'un vertébré d'une certaine couleur entraîne la pigmentation d'un autre vertébré. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est dépigmentation plutôt? La lumière? Oui. L'absence de lumière associée à l'acide et à l'urine des chauves-souris provoque ce phénomène. En fait, quand le guano et la boue se mélangent, ça donne une sorte de tourbe. Cette substance est aussi acide. À cela s'ajoutent les phénomènes géologiques qui se produisent dans la grotte. Le reste de son repas révèle la présence de criquets des cavernes et autres résidents des grottes. Matt peut d'ores et déjà en tirer certaines conclusions. Ce n'est pas sûr, puisque nous n'avons pas fait de prélèvements sur tous les animaux. Mais on a des raisons de penser que pendant la saison sèche, les crocodiles restent dans la grotte. Ils ne sortent pas la nuit pour se nourrir. Tous les criquets que nous trouvons semblent provenir de l'intérieur de la grotte. On n'a pas trouvé de crabes ni de crevettes. Il s'agit vraisemblablement d'une population distincte. On ne peut pas encore affirmer que c'est une nouvelle espèce, mais il est évident que le processus est en marche. Le crocodile orange descendrait d'un crocodile commun des rivières, ayant muté pour s'adapter à un nouvel environnement dans les cavernes. Tout comme la grosseur de ses yeux et la largeur de ses narines, sa couleur orange, provenant d'une dépigmentation, serait due à l'absence de lumière. Prisonnier des entrailles de la Terre, il se serait transformé, aurait évolué en réponse à ces conditions extrêmes. Les prélèvements effectués sur l'animal devront révéler encore bien d'autres secrets sur son existence passée et son affiliation dans la famille des reptiles. Pour l'heure, et c'est la fin du calvaire pour tous les crocodiles. Un à un, l'équipe va les relâcher. Étant des animaux territoriaux, chacun sera libéré à l'endroit exact de sa capture. Oh purée qu'il est lourd. C'est bon, je tiens. Allez, retourne à la maison. Dernière visite aux chauves-souris pour relâcher le crocodile orange. Ok, on recule. Et Matt finit avec les petits des cavernes. On s'assure qu'il rentre à la maison. On a fait du bon travail. On a ce dont on avait besoin. Il ne reste plus qu'à rentrer et comprendre le sens de tout ça. Voiture! Pile à l'heure! Il y a du linge qui traîne! Brit! Bravo! Bravo pour la ponctualité, hein? Avant l'incroyable expédition de ces chercheurs aventuriers, la biodiversité des différents habitats du Gabon n'avait jamais encore été étudiée si précisément. Moi, j'aurais rêvé de trouver un crocodile dans chaque gouffre que j'ai descendu. Par contre, là, j'ai pu explorer des grottes qui se situaient, qui rajoutent des pièces au puzzle.
Cette semaine, on a fait le sale boulot. J'étais en train de penser que s'il y a 15 ans, on m'avait dit « Matt, un jour, t'auras du guano de chauve-souris jusqu'à la taille et tu chercheras des crocodiles avec tes pieds », j'y aurais jamais cru. Mais me voilà. C'était une expérience vraiment géniale. Mais c'est bien aussi de faire une pause. Je suis contente de l'avoir fait. Et j'ai bien l'intention de recommencer. À l'allure où ça va, l'impact environnemental, à l'allure à laquelle il va, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Ça va très vite. Alors, il est très important de nos jours de faire le plus grand nombre d'inventaires et le plus rapidement possible pour pouvoir comprendre au mieux la biodiversité. Lorsqu'on est sur le terrain, la maison nous manque, le quotidien, les habitudes, le confort. Et puis lorsqu'on est à la maison, dans tout ce confort, on n'a qu'une envie, c'est repartir dans le terrain. Donc je crois que c'est cette dualité de personnalité qui fait aussi la richesse et qui donne l'envie continuelle de retourner sur le terrain, vivre de nouvelles aventures. Leur incroyable découverte des crocodiles oranges ouvre une nouvelle voie d'exploration et nous fait prendre conscience de l'existence d'un monde où il reste tant à découvrir. J'estime que ces hommes-là sont vraiment des aventuriers, qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font, et que moi je suis contente d'avoir vu ça et d'avoir tenu le coup à côté d'eux. Voilà. On a vu que chacun avait ses compétences et que le résultat était une vraie expérimentation scientifique, enfin une vraie recherche, mais tout avec du plaisir. Franchement, j'aurais bien aimé avoir des bottes. Jean-Paul? Mais vraiment, je te le dis franchement, moi j'ai adoré. C'est génial. Ouais, c'est nickel. Je vous remercie David Sebag.